Dans le monde entier, une créature fascine plus que toutes les autres l'imagination humaine. Souvent vue, rarement photographiée, jamais capturée. On l'appelle Yeti ou Sasquatch, mais son nom le plus connu est Bigfoot. Une équipe de scientifiques réputés va parcourir la planète. Grâce à la plus récente technologie et à leur connaissance approfondie du règne animal, ils vont remettre en question l'existence même de cette créature, découvrir de nouvelles données étonnantes à son sujet et se demander si nous ne sommes pas lancés depuis le début sur une fausse piste. Joignez-vous à nous alors que nous partons sur les traces de Bigfoot. En 2009, on a recensé en Amérique du Nord plus de 250 témoignages inexpliqués de gens qui disent avoir aperçu Bigfoot. Mais ils ne représentent que la pointe de l'iceberg. Nous avons indiqué sur une carte du monde pour la toute première fois les endroits où la présence de Bigfoot a été signalée. Il y en a eu plus de 10 000 au cours des 2 derniers siècles. À première vue, leur répartition semble aléatoire. Une analyse scientifique plus pointue révèle cependant des tendances cachées mais très nettes. Plus de 95% des cas ont eu lieu en Asie ou en Amérique du Nord. Plus de 70% d'entre eux en haute altitude et dans des zones forestières denses. On distingue également des points chauds, où les observations sont beaucoup plus nombreuses qu'ailleurs. C'est le cas de l'Himalaya. Ici, depuis des générations, les témoins oculaires parlent d'un grand singe des neiges, le Yeti. À 3200 km plus au sud, dans les îles d'Indonésie, les habitants parlent d'un homme singe de 1,5 m de hauteur qu'ils appellent Orang Pendek. En Asie centrale, depuis des siècles, les témoignages évoquent des humains primitifs de type néandertal. Et ici, dans les régions sauvages d'Amérique du Nord, on signale une bête géante semblable à un singe, le Sasquatch. Vancouver, en Colombie-Britannique. Cette ville prospère compte plus de 2 millions d'habitants. Mais dès qu'on sort des limites de la ville, on entre dans une vaste étendue sauvage. 250 km² de forêt ancienne, dont une bonne partie n'a jamais connu l'abattage. Les régions sauvages de Colombie-Britannique comptent parmi les endroits du monde où les rencontres avec Bigfoot sont les plus nombreuses. On en a dénombré plus de 400 au cours des 100 dernières années. C'est ici, dans les forêts qui entourent le lac Chilliwack, que commence notre recherche de Bigfoot. On y a signalé 3 observations dans un rayon de moins de 16 km. 2 d'entre elles ont eu lieu le même soir. Ce conducteur est seul, sur une route de terre isolée. Il n'a jamais cru au Bigfoot. Mais il est sur le point de voir quelque chose qui ébranlera profondément son opinion sur la question. Voici le rapport qu'il a soumis. J'arrivais par ce chemin. Dans la lumière, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à un ours. Mais je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas être un ours. La créature m'a vu. Aussitôt, elle s'est enfuie. Elle bougeait comme un ninja. Rien ne peut bouger comme ça. Comme des milliers d'autres témoins, celui-ci a préféré conserver l'anonymat, de peur qu'on se moque de lui. Mais son témoignage est authentique. 3h30 plus tard, une autre rencontre a lieu. Un camionneur aperçoit sur la même route une créature identique à la première. La distance entre ces 2 observations, à peine 1 km. Voici le compte-rendu publié par le journal local. Les 2 témoins oculaires sont convaincus. Ce qu'ils ont vu n'était pas un ours. 16 km plus loin et 6 semaines plus tard,
une troisième rencontre a lieu dans la forêt près de Chilliwack. Ce chasseur expérimenté traquait le chevreuil sur la route du service forestier de Ruby Creek. Ce qui est arrivé alors n'a pas cessé de le hanter. Tout à coup, une pierre a volé vers lui avec violence. J'ai tourné le haut de mon corps avec mon arme vers le côté, pensant que c'était un ours. Ce n'était pas un ours, c'était une pierre en vol. Elle devait avoir 60 cm de long. J'ai regardé dans la direction d'où elle était venue et j'ai vu quelque chose de noir qui s'est enfoncé dans le bois. En quelques secondes, la chose a parcouru la distance entre ce point-là et celui-là. Personne n'a jamais vu un ours lancer une pierre. Je suis souvent en contact avec des ours. Ce n'était pas un ours. Je ne tenais pas à découvrir ce que c'était. Je n'aime pas penser que la forêt abrite une créature capable de me manipuler comme un cure-dent. Ça fait 2 ans que j'essaie d'oublier tout ça. Ces 3 incidents ne donnent qu'une petite idée de la riche histoire des observations de Bigfoot dans la région. Autour de Chilliwack, on parle depuis plusieurs générations de pierres lancées par des hommes sauvages. Juillet 1934. L'Amérindien Tom Cedar, un homme du pays, est parti pêcher la truite. Il a vécu et chassé dans cette région isolée toute sa vie. Mais sa surprise est totale lorsque ce qu'il décrit comme un Sasquatch se met à lancer des pierres pour faire chavirer son canoë. Cette attaque s'inscrit dans une longue série. Et c'est la première fois que les tribus locales font part à des étrangers de leurs nombreuses rencontres avec le Sasquatch. Cette représentation d'un Sasquatch a été peinte sur la pierre dans le nord de la Californie en l'an 500. Comment expliquer ces centaines de témoignages étalés sur plusieurs siècles? Qu'est-ce qui se cache derrière ce phénomène? Dans la forêt canadienne, l'un des points chauds du globe pour les observations de Sasquatch, 5 scientifiques de réputation mondiale ont été réunis pour résoudre ce mystère. Ils sont spécialistes de la recherche sur le terrain, de la découverte de nouvelles espèces de primates, des humains anciens, de l'habitat et du comportement des grands singes, des fossiles et de la recherche d'hominidés inconnus. Leur mission, étudier les moyens de découvrir ces créatures inconnues et déterminer une fois pour toutes si elles existent. Voici l'une des plus fascinantes questions de zoologie qui se pose à la science de nos jours. Jeff Meldrum a lui-même été en contact avec ce qui pourrait être un Bigfoot. Did you hear that? That rock was pretty good size. Let's stay here. We've had action. We've had rocks thrown at us. En 2007, l'équipe dont il était membre a été assaillie par une créature qui lançait des pierres dans un chalet isolé au Canada. L'un de nous était sous le porche en train d'uriner quand les premières pierres ont frappé le côté du chalet. Ian Redmond, l'un de nos spécialistes, a dirigé plusieurs expéditions lancées à la recherche du Yeti. Il est convaincu qu'un phénomène inexpliqué est ici à l'œuvre. Si on écarte les canulars et les erreurs d'interprétation évidentes, il reste quelques données valables. C'est pourquoi nous sommes là. Notre équipe va se concentrer sur un principe fondamental. Si Bigfoot existe, il doit s'inscrire dans ce que nous savons de la nature. Cela veut dire qu'il doit faire tout ce que font les autres animaux, depuis se nourrir jusqu'à s'accoupler. Nos scientifiques commencent par étudier le meilleur élément de preuve disponible, les séquences filmées sur film ou vidéo. Il existe des centaines de documents de ce genre sur Bigfoot.
La première étape du travail consiste à éliminer les canulars. Cette vidéo, réalisée près de Banff, en Alberta, semble plutôt convaincante. Jusqu'à ce qu'on découvre qu'une créature identique avait servi la veille à la publicité d'un commerce local. Puis, il y a les vidéos dont les images sont tellement floues qu'on est incapable d'identifier leur contenu. Une fois éliminés les canulars évidents et les images trop floues qui rendent l'identification impossible, il reste bien peu de choses. Nos experts ne sont pas vraiment surpris. Les animaux sont dans leur environnement. Nous sommes le plus souvent des intrus. Il n'est pas si difficile d'échapper au regard des humains. Cette remarquable vidéo réalisée en 2007 prouve à quel point les animaux sont capables d'échapper à la détection par les humains. Elle constitue à peu près le seul document que nous ayons sur une nouvelle espèce de primate de taille humaine, le singe de Billy. Dans les forêts sauvages du Congo, les primatologues ont mis 1 an à traquer et à filmer ces chimpanzés géants de 130 kilos. Mais les habitants de la région en parlaient depuis des générations. Anna Nekaris a découvert 6 nouvelles espèces de primates. J'accorde beaucoup de poids au récit des populations locales. Si les gens affirment qu'il y a quelque chose, j'ai tendance à les croire, même si je n'ai rien vu moi-même. Notre équipe voit la découverte du singe de Billy comme un argument qui plaide pour l'existence de Bigfoot. Si une espèce d'aussi grande taille que celle-ci peut échapper si longtemps à la connaissance scientifique, ne pourrait-il pas y avoir d'autres espèces de singes géants encore à découvrir? Cette séquence a été filmée dans le nord de la Californie par un chercheur amateur enthousiaste. Plus de 40 ans plus tard, on ne s'entend toujours pas. S'agit-il d'une créature réelle? De très nombreux aspects de ce film réclament notre attention. Ce film montre-t-il un Sasquatch authentique? Ou est-ce un faux que nos scientifiques démasqueront? Quand on examine le mouvement de la fourrure et des muscles qu'elle recouvre, c'est assez convaincant. On dirait vraiment un gorille à dos argenté. Et si on compare avec la marche bipède d'un véritable grand singe? Il s'agit clairement d'une femelle. Or, l'anatomie d'une femelle est plus difficile à imiter. Peut-on expliquer pourquoi il semble s'agir d'une femelle? Ou certains indices permettront-ils en définitive d'en avoir le cœur net? La façon de se tourner est totalement humain. C'est clair que c'est un costume. C'est l'un des plus grands mystères de notre époque. La recherche d'une créature qu'on appelle Bigfoot. 5 des plus grands spécialistes mondiaux d'histoire naturelle sont réunis pour suivre les traces de Bigfoot. Leur but? Déterminer si les recherches ne sont pas lancées sur une fausse piste. Notre équipe a décidé d'analyser le document le plus controversé qui existe sur le sujet. Les 953 images de ce film 16 mm, connu comme le film Patterson. Cette séquence muette d'environ 40 secondes a enflammé les imaginations du monde entier. Elle a été filmée ici, dans le nord de la Californie, au parc national de Six Rivers, à Bluff Creek. Ici commence à l'automne 1967 le plus grand de tous les mystères associés à Bigfoot. Nos spécialistes des primates Ian Redmond et Anna Nekaris se concentrent sur la démarche de la créature, argument convaincant selon eux en faveur de l'authenticité de la séquence. La démarche est très détendue, très fluide. C'est une marche bipède très confortable, sans trace de gaucherie. Il est intéressant de voir comment la créature balance les bras avec beaucoup de force. C'est une caractéristique que l'on observe par exemple chez un gibbon. De leur côté, Bill Sellers et Jack Rink demeurent sceptiques. Leur attention se porte sur l'homme qui a réalisé ce film et les motifs qui l'animaient. Selon moi, cette séquence pose la question de la confiance. Si elle provenait d'une source irréprochable et crédible,
il faudrait conclure qu'elle montre bel et bien une créature hirsute qui marche sous nos yeux. Mais si on n'a pas confiance en la personne qui a filmé ces images et qu'on soupçonne une supercherie, alors peu importe que ce soit convaincant. On sait bien que les spécialistes des effets spéciaux à Hollywood peuvent imiter presque n'importe quoi à la perfection. L'homme derrière la caméra est Roger Patterson. Ses motivations éveillent des soupçons depuis plusieurs décennies. Entre autres chez le journaliste Mike McLeod. Il n'a jamais eu un vrai travail, n'en a jamais voulu. C'était un inventeur et selon tous les témoignages, un homme très habile de ses mains. Il a toujours cru qu'une de ses inventions finirait par rapporter gros. Beaucoup de gens pensent que le Bigfoot de Bluff Creek était justement une invention de Patterson. Il croyait possible qu'une créature comme celle-là existe et se disait que s'il la découvrait, ce serait extraordinaire, comme l'une de ses inventions dont il rêvait depuis si longtemps. Il s'est mis à faire des expéditions dans les montagnes et à interroger les gens de la région. Il a publié un livre sur le sujet en 1966. Ce livre contenait le croquis d'une créature étrangement similaire à celle qu'il allait filmer à peine un an plus tard. Avons-nous affaire à un prototype? Roger Patterson nourrissait des ambitions bien plus grandes que celles d'écrire un livre. Il avait emprunté de l'argent pour tourner un film sur Bigfoot. Il achetait des caméras, des séquences d'archives, de la pellicule vierge. C'est pendant la préparation de son tournage que Patterson aurait réussi à filmer un Sasquatch femelle. Totalement par hasard. Tout ça semble trop beau pour être vrai. Depuis lors, la séquence a été soumise à 40 ans d'examen minutieux de la part des scientifiques. Analyse biométrique de la démarche de la créature et de la largeur de ses pas, marqueur indiquant sa taille par rapport à son environnement. Rien ni personne n'a pu prouver qu'il s'agit d'un faux. L'analyse d'une séquence traitée numériquement permet à notre équipe de comprendre pourquoi. C'est intéressant de penser qu'on a choisi une femelle, dont l'anatomie est plus difficile à imiter. Pourtant, le résultat est très naturel. Si c'est bel et bien un costume, il est plutôt réussi. Si Roger Patterson voulait monter un canular, pourquoi se donner la peine d'en faire une femelle? Certains aspects de son anatomie sont très convaincants. Il semble y avoir des poils plus courts et moins fournis à la taille, comme chez un gorille à dos argenté, dont le dos devient plus étroit à la taille, avec des poils plus courts à cet endroit que sur les bras. On dirait vraiment un gorille à dos argenté. Et en 1967, la plupart des gens n'avaient jamais vu de photo de gorille. C'est un bout de film très excitant. Mais les membres de l'équipe ne s'entendent pas au sujet du mouvement de la tête. Là où le bas blesse, à mon avis, c'est quand la tête se tourne vers la caméra. C'est un geste totalement humain. Les centaines d'heures qu'il a passées à suivre la trace des gorilles dans leur habitat naturel ont familiarisé Ian Redmond avec leur manière de bouger. L'observation des grands singes nous montre que beaucoup de ces attitudes, cette manière d'arrêter, d'écouter, de regarder, sont communes à tous les grands singes, humains ou autres. Cette remarquable séquence filmée dans un parc faunique montre à quel point les gorilles peuvent ressembler aux humains quand ils marchent debout. Mais le journaliste Mike McLeod croit avoir entre les mains l'histoire qui réduit en miettes le mythe Patterson. Roger Patterson était fauché, il avait une famille à faire vivre. Quand on tourne un film, les dépenses s'accumulent très vite. Patterson a vu son argent fondre, littéralement. Il a dû aller en Californie filmer cette séquence parce qu'il avait besoin à tout prix d'une image choc. Aucun film sur Bigfoot ne se vendrait sans ça. Il fallait une image de la créature. On n'a jamais trouvé le costume. Il peut avoir été fait de peau de vache ou avoir été loué. Quoi qu'il en soit, cette séquence filmée en 1967 témoigne d'un vrai sens artistique. Elle est devenue emblématique. Nos spécialistes ne s'entendent pas sur l'authenticité du film. Si les faussaires n'existaient pas, nous aurions là un Sasquatch. Mais ils existent, ce qui rend tout ça très problématique. On ne peut pas ramener ça à un simple costume.
Le spandex ou le velcro n'existaient pas à l'époque. Seules des fourrures d'imitation de mauvaise qualité étaient disponibles, en particulier pour un amateur qui aurait voulu monter un canular. Si c'est un canular, il est exceptionnellement réussi pour l'époque. Non, je ne suis pas d'accord. Pour moi, quand on connaît le contexte et tout, c'est clair que c'est un homme déguisé. Absolument. 2 de nos spécialistes estiment qu'il pourrait s'agir d'un Sasquatch. 2 autres sont sceptiques. La dernière hésite à trancher. Mais comme le montre notre carte, que le film de Patterson soit authentique ou non, un fait demeure. Dans les années qui ont suivi sa diffusion, des endroits où on n'avait jamais observé de Bigfoot, comme l'Ohio, la Pennsylvanie, le Maryland, le Texas et le Montana, ont vu le nombre d'observations exploser. En 10 ans à peine, on en a relevé davantage qu'au cours des 150 années qui ont précédé. Et ça ne semble pas vouloir s'arrêter. Mais est-ce réellement un Bigfoot qu'ont vu tous ces témoins? L'augmentation du nombre d'observations va de pair avec la connaissance qu'on a de Bigfoot, qui fait qu'on désire le voir. C'est comme avec le monstre du Loch Ness. Il est tellement connu que dès qu'on voit une masse dans l'eau, on espère que c'est lui. Mais ça ne veut pas dire que les témoignages sont tous faux. On pourrait avoir affaire à un Sasquatch, par exemple. D'après mon expérience, les canulars constituent l'exception. Ce qu'il faut plutôt repérer, ce sont les erreurs d'identification dues à l'imagination débordante de chercheurs trop enthousiastes, pour qui le moindre bruit étrange, le moindre cri dans la forêt, ne peuvent venir que du Sasquatch. Notre équipe décide d'étudier de plus près cette explosion du nombre d'observations. La carte du monde leur permet de voir qu'après la diffusion du film de Patterson, c'est en Floride que ce nombre a connu l'une de ses plus fortes augmentations. Ici, les gens parlent d'un type de Sasquatch qu'ils appellent le singe putois, en raison de sa puanteur. Nos scientifiques écarteront-ils le singe putois de leur enquête sur la vraie nature de Bigfoot? Notre équipe de scientifiques étudie les preuves de l'existence de Bigfoot. Ils constatent que le film tourné en 1967 par Roger Patterson a entraîné une explosion des observations de la créature. Le phénomène est particulièrement marqué en Floride, où habiterait le singe putois. En décembre 2000, le service de police de Sarasota reçoit ces 2 photos, accompagnées d'une lettre anonyme. L'auteur ne sait trop quoi penser de ce qu'elle a vu dans son jardin. Pour son époux, il s'agit d'un orang-outan. Mais certains y voient un singe putois, caractérisé par sa mâchoire proéminente et ses yeux brillants dans le noir. Cette créature existe-t-elle réellement ou avons-nous affaire à une erreur d'identification? Les marais tropicaux de Floride constituent un habitat idéal pour un grand singe. Mais nos scientifiques doutent fort qu'il s'agisse d'un Bigfoot. Les animaux de compagnie les plus variés ont été relâchés dans la nature, en particulier dans le sud de la Floride. C'est un habitat parfait pour les primates et les chimpanzés s'adaptent très facilement. La nourriture ne manque pas pour eux en Floride. Les chimpanzés et les orang-outans sont devenus populaires comme animaux de compagnie dans les années 70, juste au moment où les observations de singes putois se multipliaient. Ce qui arrive fréquemment, c'est que les gens achètent un bébé singe, puis s'en débarrassent une fois qu'il est grand et fort. Souvent, ces animaux sont achetés illégalement ou gardés sans permis. Il n'en faut pas plus de 2 ou 3 pour engendrer toute une population. Il n'est pas rare que des chimpanzés s'échappent. Ils vivent très longtemps. Leur espérance de vie peut atteindre 60 ans. Quelques bêtes relâchées, même il y a longtemps, peuvent suffire à entretenir le mythe du singe putois de manière durable. Pour notre équipe, les quelques 200 observations de singes putois en Floride correspondent à une erreur d'identification alimentée par le film de Roger Patterson.
Les prétendus singes putois ne sont sans doute rien d'autre que des chimpanzés relâchés dans la nature. Mais ce genre d'explication n'est pas valable partout. C'est le cas en particulier sur la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord. Une région qui s'étend jusque dans le nord de la Californie. Les observations de Bigfoot y ont une longue histoire, qui commence bien avant le film de Patterson, ce qui les rend potentiellement beaucoup plus dignes de foi que les observations signalées ailleurs. Le mot Sasquatch lui-même vient de cette région. Les Premières Nations qui y habitent font état d'observations concernant une tribu de géants hirsutes. Ces observations s'étendent sur plusieurs siècles. L'un des principaux points chauds correspond à la région autour de Chilliwack, en Colombie-Britannique. De nombreuses observations y sont signalées dans les années 30 et 40. L'un des cas les mieux documentés se produit en juillet 1934, dans une zone forestière isolée, aux limites de la réserve indienne des Chehalis. Melissa est à la maison avec une amie. Elles aperçoivent ce soir-là une créature qui n'était pour elles qu'une légende locale. Les deux femmes racontent qu'une gigantesque main poilue est apparue à la fenêtre. Et qu'une créature monstrueuse les a forcées à se terrer dans la maison pendant toute la nuit. Elles n'ont aucune raison d'inventer cette histoire. Et elles ne sont pas les seules. Si on avance dans le temps, les témoignages provenant de la région de Chilliwack ne cessent de s'accumuler. Septembre 1941. Voici Jenny Chapman et ses jeunes enfants. Ils font partie d'une famille respectable, bien connue dans la région et digne de confiance. C'est un après-midi des plus ordinaires. Les enfants jouent, Jenny étend son linge. Son mari, Jack, travaille au chemin de fer. Ils sont seuls. Leur maison est à des kilomètres de la ville la plus proche. La forêt les entoure, épaisse. Et quelque chose s'y cache. Jenny sait que ce n'est pas un ours, ni un être humain. Elle sait seulement que c'est une créature inconnue. Jenny Chapman et ses enfants s'enfuient à toutes jambes. Jack Chapman rentre chez lui à la tombée de la nuit. Sarah! Johnny! Il découvre d'étranges poils bruns-roux accrochés au cadre de porte. La maison a été saccagée. Un baril de poisson de 130 kilos a été soulevé et fracassé. On a volé les poissons. Voyant que sa femme et ses enfants ont disparu, il se précipite dans la forêt. Il finit par retrouver les siens dans la ville voisine où ils se sont réfugiés. Les Chapman ne sont jamais retournés sur leur propriété.
Si la créature existe, nos spécialistes estiment que la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord est l'une des rares régions du globe assez sauvage et assez riche en ressources pour pouvoir abriter un grand singe omnivore de la taille supposée du Bigfoot. Mais quelques questions essentielles exigent une réponse. Il faudrait par exemple déterminer ce qu'il mange, en particulier pendant l'hiver, quand la nourriture se fait plus rare. On peut s'en faire une idée avec un animal comme l'ours, par exemple. Mais l'ours hiberne, ce que les grands primates ne peuvent pas faire. Il leur faut donc de la nourriture. Vrai. Et sur la côte du Pacifique, en particulier en Colombie-Britannique, il faut garder en tête que les forêts côtières connaissent très peu d'accumulation de neige pendant l'hiver. On a donc des milliers de kilomètres de littoral s'étendant jusqu'au sud-est de l'Alaska, qui constitue en fait un habitat très riche en nourriture pendant toute l'année. Des coquillages. C'est ça, coquillages, varechs et tous les invertébrés qu'on trouve à marée basse. Le saccage de la maison des Chapman suggère que le Sasquatch est friand de poissons, ce qui n'est pas incompatible avec les habitudes des primates. Certaines espèces se nourrissent par exemple de mollusques pêchés en eau peu profonde. Mais les Sasquatch sont le plus souvent signalés loin des côtes et en altitude. Pour survivre ici, il faudrait qu'ils puissent assimiler des aliments peu digestes, comme le carex, les feuilles ou même l'écorce. Cela exigerait un intestin spécialement adapté. Un intestin très long et un transit prolongé permettraient d'assimiler des aliments plus coriaces, comme les feuilles. Des aliments inutilisables pour de nombreuses autres espèces animales de l'ouest des États-Unis. Ce n'est pas une chose impossible, pas du tout. Mais les observations de Sasquatch sur la côte nord-ouest correspondent-elles aux zones les plus propices à l'alimentation de grands singes omnivores? Sur la carte, nos spécialistes comparent les zones où les observations sont les plus fréquentes et celles où l'habitat est le plus favorable. Elles concordent presque parfaitement. Il y a des liens très nets entre l'altitude, les précipitations, la température et aussi la végétation. Plus il pleut, plus la végétation est abondante. C'est ce qu'on voit dans les forêts pluviales du nord-ouest. L'équipe est unanime. Un grand singe omnivore pourrait survivre sur la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord. Mais si le Sasquatch est une sorte de singe géant, la question qui se pose est la suivante. Comment est-il arrivé sur ce continent? Pour tenter d'y répondre, nos spécialistes se tournent vers l'Asie, patrie d'une autre célèbre créature mystérieuse, le Yéti. Notre équipe de scientifiques analyse les observations de Bigfoot sur la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord, cherchant à déterminer de quel type de créature il pourrait s'agir. Ils y ont découvert un habitat idéal pour un grand singe omnivore. Ils s'intéressent maintenant à une créature similaire signalée en Asie, dans l'espoir de découvrir ses liens avec Bigfoot et de comprendre comment celui-ci est arrivé en Amérique du Nord. Leur première destination, l'Himalaya, la plus haute chaîne de montagnes du monde. Patrie d'une créature redoutée par la population locale, qu'il appelle le Yéti. Sur notre carte du monde, nos spécialistes distinguent une concentration d'observation à des altitudes de plus de 2700 mètres, là où les précipitations annuelles de neige et de pluie atteignent 1 mètre. La principale trace de l'existence du Yéti, les empreintes de ses pieds. En 1951, lors d'une expédition au mont Everest, l'alpiniste Eric Shipton se trouve à une altitude de 6000 mètres. Il découvre alors ces empreintes géantes d'allure simiesque. Comme aucun être humain ne vit dans les parages, il conclut à leur authenticité. Jeff Meldrum possède un moulage de l'empreinte relevée par Shipton. Il est convaincu qu'elle provient d'une créature réelle. L'écart du gros orteil par rapport aux autres est très caractéristique. Ça en fait presque un pouce. Autre élément intriguant de ce moulage, la taille du deuxième orteil.
Est-elle naturelle ou d'origine pathologique? Impossible de le savoir en l'absence d'autres empreintes. Il semble très peu probable qu'un faussaire aurait fabriqué une empreinte comportant une malformation. Et plus improbable encore, qu'il aurait choisi pour le faire un champ de neige isolé à 6000 mètres d'altitude. Le problème, c'est qu'il s'agit d'un habitat très peu hospitalier pour un grand singe. Les primates sont des animaux tropicaux. On ne s'attendrait pas à en trouver dans les régions tempérées et très froides qu'on associe aux yétis. Il y a pourtant des exceptions. Ces macaques japonais vivent à une altitude de plus de 3000 mètres et plus au nord que tout autre primate connu. Ils se sont adaptés à des températures de moins 20 degrés Celsius. Le yéti aurait-il pu s'adapter à ce genre d'environnement? Il y a d'autres primates qui sont adaptés à la vie en altitude, et leur domaine vital est immense. Les yétis ne vivent pas dans les champs de neige. Ils les traversent, mais ils vivent le plus souvent dans la forêt où se trouve la nourriture. Au Népal, j'ai vu de nombreuses plantes comestibles identiques à celles que mangent les gorilles de montagne. Le régime alimentaire du yéti et ses empreintes indiquent qu'il pourrait être un proche cousin du gorille géant des montagnes. Mais les gens du pays disent qu'ils l'ont vu déchirer des yaks et des chèvres avec ses griffes. Ce qui semble impossible. Les grands singes sont dépourvus de griffes. Ian Redmond propose une explication toute simple, basée sur son expérience sur le terrain. J'ai trouvé la carcasse d'une chèvre sauvage qu'un prédateur avait dévorée. Les empreintes d'un fauve étaient visibles tout près. Un hominidé intelligent qui trouverait comme ça une proie tuée par un autre prédateur en tirerait profit. Plutôt que de tuer lui-même les yaks et les chèvres, le yéti pourrait être un charognard. Notre équipe dispose de bien peu d'éléments pour se prononcer. Les moines tibétains et népalais recueillent des poils et des os de yéti qu'ils considèrent comme sacrés. On a pu analyser l'ADN de quelques échantillons. Presque tous appartenaient à des espèces connues. Mais le yéti n'est pas la seule créature géante mystérieuse de cette région isolée. À moins de 500 km du mont Everest, dans les jungles montagneuses des collines de Garo dans le nord de l'Inde, on signale depuis longtemps les manifestations d'une créature presque identique. On l'appelle ici le Mandé Barung. Les gens du pays en voient tout le temps dans la forêt. Même si elle leur inspire la plus grande frayeur, ils disent que c'est une créature pacifique et inoffensive. Les descriptions du Mandé Barung et du yéti sont très similaires. Pour Ian Redmond, ce sont les représentants d'une même espèce, adaptés à des environnements différents. C'est en quelque sorte le yéti des basses terres. Plutôt que dans les neiges éternelles, il vit dans les chaudes forêts tropicales du nord de l'Inde. Les traces de ce yéti des basses terres sont encore plus difficiles à trouver. Les restes de cette créature sont considérés comme des porte-bonheur. Lorsqu'un chercheur parvient jusqu'à un spécimen, le plus souvent les villageois sont venus de kilomètres à la ronde pour en prélever un morceau, comme une sorte de relique. On ne voit jamais un corps entier. Au mieux, on trouve un scalp ou l'os d'un doigt. C'est comme ça qu'un garde forestier là-bas a voulu faire une analyse d'ADN sur un os. Il l'a envoyé au ministère de la Faune, qui l'a fait disparaître par crainte du ridicule. Ça illustre bien la peur du ridicule. Ceux qui voient ce genre de choses n'ont pas tendance à en parler, sachant qu'on va se moquer d'eux. À 1600 km plus à l'est, en Chine, une troisième espèce possible de yéti est signalée. C'est une créature que les Chinois appellent le yeren. Dans les forêts montagneuses du centre de la Chine,
on distingue une concentration de près de 200 observations. Mais celle-ci date de quelques décennies à peine. Les légendes concernant les Yeren, ou hommes sauvages, remontent quant à elles à 200 ans avant notre ère. Yeren, Yeti et Mandebarong, 3 créatures presque identiques de type Bigfoot, signalées à quelques centaines de kilomètres de distance. L'hypothèse veut qu'elles soient apparentées et qu'elles aient un ancêtre commun. Un singe géant qui aurait vécu en Asie il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Fait étonnant, à quelques centaines de kilomètres à peine au sud de ces 3 sites d'observation, on a trouvé les restes fossiles d'un primate préhistorique géant appelé Gigantopithèque. Ces dents sont utilisées depuis longtemps par la médecine chinoise. Le Gigantopithèque a d'abord été découvert grâce à ses molaires, que les apothicaires chinois vendent sous le nom de dents de dragon. On s'est rendu compte que c'étaient les molaires d'un grand primate. Puis, on a trouvé un fragment de mâchoire. Tout ça mis ensemble, on obtient un grand singe semblable au gorille. C'est à partir de fragments d'eau comme ceux-ci que Jack Rink, spécialiste de la datation des fossiles, a pu déterminer à quelle époque vivait le Gigantopithèque. Tout indique que le Gigantopithèque a disparu il y a environ 300 000 ans dans le sud-ouest de la Chine. Voilà la situation temporelle et géographique de sa dernière apparition, selon des témoignages fossiles. Cela veut dire que le Gigantopithèque vivait encore à l'époque de nos ancêtres de l'âge de pierre. Il est à peu près impossible que les humains et les Gigantopithèques ne se soient pas rencontrés. Il a dû y avoir une interaction entre ces deux espèces de primates. Selon l'avis majoritaire de notre équipe de spécialistes, le Yeti et les autres primates géants d'Asie, s'ils existent, descendent presque certainement du Gigantopithèque. Qu'en est-il du Sasquatch d'Amérique du Nord? L'océan Pacifique sépare aujourd'hui l'Asie et l'Amérique. Mais à plusieurs reprises au cours du dernier million d'années, les variations du niveau de la mer ont créé un pont terrestre temporaire entre la Sibérie et l'Alaska. Un primate géant aurait pu emprunter ce passage précaire pour migrer vers l'Amérique du Nord. Si c'est ce qui s'est passé, quelles traces nos chercheurs pourront-ils trouver sur le terrain? Notre équipe de scientifiques réputés est à la recherche de preuves solides de l'existence de Bigfoot. Leur objectif, déterminer si c'est la bonne créature que nous cherchons. Jusqu'à présent, ils ont démontré qu'une espèce de primate géant aurait pu s'installer en Amérique du Nord et que les forêts de la côte nord-ouest du continent constituent un habitat idéal. Ian Redmond transporte maintenant les recherches sur le terrain. Il est l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la traque des gorilles. Son œil exercé cherche des indices pouvant mener vers une espèce inconnue de primate. Ian Redmond se trouve sur l'île de Vancouver. Les observations de Sasquatch y sont si courantes qu'on la surnomme parfois l'île des singes. Sa première découverte est celle d'une mystérieuse construction, comme on en trouve en plusieurs points de l'île. Ici, les agencements de troncs d'arbres de ce type sont couramment attribués au Sasquatch. C'est surprenant. On voit que c'est intentionnel. Ces arbres ne sont pas tombés comme ça par hasard. Il y a des arbres tombés tout autour de nous, mais rien qui ressemble à cet agencement précis de troncs. Les grands singes se construisent tous des nids pour dormir. Ils peuvent même entrelacer des tiges de bambou de cette épaisseur, ce qu'un homme seul serait incapable de faire. Ils édifient alors une plateforme au-dessus du sol pour y dormir. Ce qui ne semble pas le cas ici. C'est simplement une construction intéressante. Mais si ce n'est pas un nid, de quoi s'agit-il? Voilà qui est intéressant. Ce tronc a été cassé avant de tomber. Ian Redmond songe à une autre explication pour cette construction associée à un autre comportement commun chez les gorilles.
L'intention pourrait être de signaler aux autres Sasquatch qu'il y a dans les parages un mâle puissant, capable de casser des arbres. S'il s'agit de signifier aux humains de ne pas pénétrer sur le territoire des Sasquatch, ça ne marche pas. Ça pique notre curiosité, au contraire. Les agencements de troncs ne sont peut-être pas concluants, mais notre carte montre qu'on signale des Sasquatch dans cette région depuis des siècles. L'un des points chauds de l'île de Vancouver se trouve aux alentours de la ville de Duncan. Les observations s'y poursuivent encore de nos jours. À 8 km de la ville en 2005, un résident du coin se retrouve en présence d'une créature géante d'allure simiesque. Corey Combs conduit une moto tout-terrain. Il est né et a grandi dans la région forestière du centre de l'île de Vancouver. Un soir de juin, il est sur sa moto quand il se retrouve face à face avec ce qu'il croit être un Sasquatch. J'ai installé mon campement, fait un feu. Il faisait nuit, j'entendais les broussailles bouger, les branches craquer, mais sans y prêter attention. Mais les bruits persistaient. J'ai eu l'impression qu'on m'épiait. Ma lampe de poche était presque morte. Je me souviens juste d'avoir vu sa face éclairée avant qu'elle s'éteigne. Et alors j'ai su en toute certitude. Ce qui m'épiait, c'était un Sasquatch. Des traits distinctifs, des pommettes larges, une arcade sourcilière proéminente, une face comme celle d'un singe. Il s'est tourné, puis il a disparu. Je suis resté totalement terrorisé. En juin 2006, une autre rencontre présumée avec un Sasquatch se produit à 30 km à l'ouest de Duncan. Alan Robertson fait halte au milieu de nulle part avec son bateau en remorque. Tout à coup, ce qu'il croit être un singe géant attaque. On s'est arrêté pour une pause pipi. Tout s'est mis à trembler dans le camion. Mon beau-fils a dit « On recule, on recule ». J'ai dit « Non, j'ai le pied sur le frein ». J'étais terrifié. La chaîne de sécurité pendait. Le bateau penchait d'un côté. Il y avait 3 fissures ici. 2 là. Encore aujourd'hui, juste à y penser, j'ai des frissons. En juin 2009, une 3e rencontre avec une créature simiesque géante a lieu de nuit sur le mont Sicker, à 10 km de Duncan. Andrew DeWall est au volant de son véhicule utilitaire sport sur un chemin forestier. Il s'arrête au sommet de la montagne pour admirer le paysage à la tombée de la nuit. Quand il entre dans une zone fraîchement déboisée, il n'en croit pas ses yeux. Ça avait une face plate, de longs poils, des bras qui descendaient jusqu'aux genoux. Ça a surgi de là. Ça s'est déplacé jusque-là, à peu près. J'ai décidé d'en rire. On ne s'attend pas à voir une créature comme ça marcher sur 2 pieds dans le bois. On est sorti du camion, je me suis mis à lancer des cailloux. Puis, de derrière le véhicule, on a entendu un cri. On aurait dit 20 chiens qui aboient en même temps. C'était comme un coup sur la nuque. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de décamper. Un Sasquatch qui hurle comme une meute de chiens, difficile à croire. Pourtant, les gorilles aussi aboient. Les preuves recueillies sur le terrain sont peu concluantes.
Elle laisse supposer toutefois que la créature que nous cherchons est un singe bipède géant. Mais au cours d'une nuit passée dehors, nos chercheurs découvrent de nouveaux indices qui jettent un doute sur la nature simiesque de la créature. Le temps d'une sortie nocturne, Ian Redmond se joint à l'équipe de la Bigfoot Field Researchers Organization. L'un des éléments communs à toutes les observations de Sasquatch sur l'île de Vancouver, c'est qu'elles ont eu lieu à la nuit tombée. Si le Sasquatch est un singe géant, comment peut-il être actif la nuit? Les grands singes ne sont pas dotés de la vision nocturne. Ils pourraient par contre arriver à voir au clair de lune. La forêt est alors aussi éclairée qu'à l'aube ou au crépuscule. Une pleine lune permet de voir plein de choses. Un singe intelligent, comme la plupart le sont, pourrait très bien s'en tirer s'il était adapté à ces heures de la journée. Ian Redmond se joint à un groupe qui se consacre à la traque de Bigfoot. Ils vont monter la garde au clair de lune. Cindy Dawson dirige les opérations. Elle est convaincue d'avoir été en contact avec un Sasquatch. Je me trouvais sur un sentier de chasse. 2 chevreuils ont surgi devant moi. J'ai compris que quelque chose les pourchassait. L'animal s'est mis à crier dans ma direction. Le son était tellement fort que je sentais la vibration. Et j'étais à 60 mètres de distance. C'était à la fois un cri, un hurlement et un rugissement. Cette nuit, Cindy espère réentendre le Sasquatch. Son équipe dispose d'un appareil d'écoute hautement perfectionné, ainsi que d'une caméra de vision nocturne extrêmement sensible. Les témoignages indiquent qu'il serait actif la nuit. Mais la visibilité ici est très réduite, même le jour. On a de meilleures chances de les entendre que de les voir. D'autres chercheurs parlent d'un comportement nocturne qui consiste à cogner sur des arbres. Apparemment, les Sasquatch réagissent. Si on frappe 2 coups répondent. C'est une forme de communication. On observe ce comportement chez d'autres grands singes, les chimpanzés notamment. Dans l'attente d'une réponse, les chercheurs essaient une autre tactique, connue selon eux pour susciter une réaction de la part du Sasquatch. Un long cri censé imiter celui de la femelle. À la surprise de tous, une réponse vient, à peine audible. Mais les chercheurs sont perplexes. Le cri entendu semble imiter celui de Cindy Dawson. Il a un son presque humain. Le lendemain matin, Ian Redmond explore les environs en quête d'indices qu'un grand singe est passé par là. Que pense-t-il du cri lointain entendu la nuit précédente? Quand on a entendu cette réponse, loin derrière nous, notre réaction a été immédiate. C'était très excitant. Mais Cindy est restée très calme, sans montrer d'émotion. Par prudence, sans doute. Ce cri pouvait être d'origine humaine. Le cri entendu avait des caractéristiques humaines. D'autres indices recueillis dans la même région viennent épaissir le mystère entourant la nature exacte du Sasquatch. Certains témoins affirment que ce qu'ils ont vu n'était pas un singe, mais un humain de type primitif. Grand, poilu, une sorte d'homme des cavernes. Est-ce donc une espèce d'humain grand et poilu que nous devrions chercher plutôt qu'un singe ?
Notre équipe de spécialistes est réunie dans la forêt canadienne en quête de preuves que Bigfoot existe. Ils se demandent si c'est bien un singe bipède géant qu'il faut chercher. Ou plutôt autre chose. Certains témoignages oculaires évoquent en effet une sorte d'homme ancien. Un après-midi d'été en 2007, Robert Wilson traverse une zone densément boisée de l'île de Vancouver. Il ignore que de nombreuses observations de Bigfoot ont lieu dans cette région depuis longtemps. Tout à coup, il aperçoit quelque chose de totalement inattendu. Je venais de traverser un pont à un endroit appelé Maureen Creek, quand j'ai vu dans le bois ce que j'ai pris pour un ours. J'ai ralenti et j'ai alors vu que c'était plutôt une sorte de grand homme poilu, comme un homme des cavernes, ou un homme de Néandertal. Aussi grand qu'un ours, certainement, mais ce n'était pas un ours. Ses traits étaient humains. Je n'en croyais pas mes yeux, mais je voyais très clairement. Le témoignage extraordinaire de Robert Wilson permet de supposer que le Sasquatch pourrait ne pas être un singe géant, mais bien une espèce d'homme préhistorique. Notre carte du monde révèle des centaines d'observations d'hommes géants de type néandertal dans toute l'Asie. La plus grande concentration se trouve dans le Caucase, au sud de la Russie. Avec le temps, l'abondance de ces observations dans la région a fait donner un nom à ces créatures. On les appelle Almas ou Almasti, ce qui veut dire homme sauvage. L'un des témoignages les plus crédibles concernant les Almas date de 1925. Le général Mikhail Stepanovitch Topilski de l'armée rouge soviétique dirige une embuscade visant à capturer des soldats rebelles cachés dans une caverne isolée. Les hommes entendent quelque chose bouger à l'intérieur. Avec horreur, le général et ses hommes découvrent qu'ils ont abattu non pas un soldat ennemi, mais une sorte d'homme préhistorique. La créature gisait les yeux ouverts et montrant les dents. Dans l'ensemble, le pelage était très épais et dépourvu de duvet. Les genoux étaient totalement glabres et couverts de callosité. La face était de couleur sombre, le nez plat, avec une voûte nasale très enfoncée. Malheureusement, les soldats abandonnent le corps sur place et privent la science de cette preuve. La description des Almas par les témoins oculaires évoque une musculature puissante, un torse épais, des yeux très enfoncés, des pommettes saillantes, une forte mâchoire. Ça correspond assez aux Néandertaliens. Les populations locales disent même faire du troc avec ces créatures. Les populations humaines parlent d'interactions assez complexes avec les Almas. Du troc, par exemple. Les Almas déposent différents objets en échange de ceux que les humains laissent à leur intention. On a là davantage qu'un être hirsute entreaperçu dans la forêt. Mais l'homme de Néandertal fait partie d'un large éventail de types humains primitifs. L'évolution de l'espèce humaine, on s'en rend compte maintenant, correspond moins à un arbre qu'à un buisson, avec plein de petites branches secondaires représentant des cousins de l'homme qui n'ont pas eu de descendance. Les preuves qu'il a existé d'autres types de créatures humaines primitives ne cessent de s'accumuler. On a ainsi découvert les restes fossiles d'un parent de l'espèce humaine sur l'île de Flores, en Asie du Sud-Est. Tout indique que la disparition de cette créature est relativement récente.
Contrairement à l'Almasty, elle était de très petite taille. Mais elle appartient, elle aussi, à une espèce différente de l'homme moderne. Les scientifiques l'appellent Homo floresiensis. On considère Homo floresiensis, surnommé le Hobbit, comme un exemple de nanisme insulaire. Cet animal s'est retrouvé sur une île, isolé de ses compétiteurs naturels. Il n'avait plus besoin d'être de grande taille. Faute de prédateurs, il ne risquait plus d'être mangé. Son environnement favorisait donc la petite taille. Les fossiles de ce hobbit bien réel sont vieux de 10 000 ans. Mais tout près, à Sumatra, d'anciennes légendes locales parlent d'hommes de petite taille vivant dans la forêt. On les appelle orang pendek. Pourrait-il s'agir de la même espèce? Ou d'une sous-espèce plus primitive encore? Anna Nekkaris a beaucoup séjourné en Asie du Sud-Est, où elle a découvert de nouvelles espèces de primates. Elle est convaincue que les récits locaux concernant l'orang pendek sont dignes de foi et décrivent une créature qui existe réellement. Il y a beaucoup à dire sur les récits des gens qui vivent dans ces régions isolées. Ce que je trouve fascinant, c'est la manière dont la découverte récente d'Homo floresiensis, le Hobbit, a redonné vie à la légende. L'existence actuelle d'une population de fossiles vivants de type hominidés ou primates n'est peut-être pas si improbable. Fait étonnant, au moment même où on a la preuve que les légendes locales sur l'orang pendek pourraient ne pas être sans fondement, des éléments nouveaux viennent appuyer la thèse que l'Almasty existerait réellement. En mars 2010, une remarquable découverte a eu lieu à la frontière de la Russie et du Kazakhstan, dans la même région que l'incident de 1925. À partir d'un os de doigt vieux de 70 000 ans, les scientifiques ont pu identifier encore une autre espèce d'humain. Ils l'ont appelée la femme X, ou Homo denisova. On a identifié cette femme X à partir de l'ADN extrait d'un os de doigt. Cet ADN est suffisamment différent de celui des humains modernes ou même des néandertaliens pour qu'on puisse conclure à une espèce totalement distincte. Par conséquent, l'idée d'une pluralité d'espèces humaines est probablement conforme à la réalité. Les scientifiques croient maintenant qu'Homo denisova était un cousin de l'Homo floresiensis du sud-est asiatique. Des membres de l'équipe croient que des populations appartenant à différentes espèces humaines pourraient avoir survécu jusqu'à nos jours. Pourquoi le présent constituerait-il une exception par rapport à ce qui a été la règle pendant des millions d'années? En s'intéressant de près aux humains anciens, notre équipe s'est-elle engagée sur la piste qui l'amènera à Bigfoot? Dans sa quête d'indices probants sur la vraie nature de Bigfoot, notre équipe de scientifiques examine la possibilité qu'il s'agisse d'une espèce d'homme primitif. Une nouvelle et stupéfiante découverte faite en Chine lui fournira peut-être un candidat possible pour expliquer Bigfoot. Il s'agit d'Homo heidelbergensis. Jusqu'à tout récemment, on croyait que cet ancêtre géant de l'homme de Néandertal s'était éteint il y a plus de 250 000 ans. Mais selon Jeff Meldrum, les restes fossiles récemment mis au jour obligeront peut-être à revoir cette chronologie. D'après les résultats préliminaires, ces restes dateraient d'environ 12 000 ans, ce qui est extrêmement récent. Cette découverte laisse penser que heidelbergensis vivait encore en Asie à l'époque où les premiers hommes modernes ont migré vers l'Amérique du Nord. Comme eux, il aurait pu traverser la langue de terre qui réunissait la Sibérie et l'Alaska. Nos spécialistes se penchent sur l'un des plus anciens témoignages écrits d'une rencontre avec Bigfoot en Amérique du Nord. S'agit-il de la même créature ? « 1891. Herman Gilbert et son beau-frère viennent dans l'Ouest revendiquer une terre. Ils sont dans le nord de la Californie, à l'extrémité sud de la chaîne des Cascades.
C'est dans la même région que Roger Patterson, 76 ans plus tard, tournera son célèbre film d'une créature géante de type simiesque. Mais de l'avis général, ce qu'ils vont bientôt voir n'aurait rien d'un singe. Il s'agirait plutôt d'une sorte d'humain. Les deux hommes connaissent déjà les histoires locales au sujet du monstre légendaire appelé « Qu'est-ce que c'est ?» Un monstre qu'il faut éviter à tout prix. Herman est le premier à en découvrir des traces, des empreintes de pieds géantes. L'endroit est jonché d'eau et de restes sanglants. La puanteur est insoutenable. C'est alors qu'ils aperçoivent la créature. Un homme imposant et hirsute, couvert de sang, qui bat sa poitrine en hurlant de colère. Comme tous ceux qui l'ont vu avant eux, Gilbert et son beau-frère fuient. Ce témoignage ancien sur le Sasquatch décrit clairement un homme de type néandertalien. Homo heidelbergensis est le plus grand de tous les hommes anciens connus. On en possède des spécimens qui atteignent 2 mètres de haut. Pourtant, rien n'empêche que des espèces de plus haute taille aient existé. Mais les spécialistes peuvent-ils expliquer comment une espèce d'homme primitif aurait pu aboutir par évolution à un géant hirsute haut de 2,5 mètres? Bill Sellers estime que la mutation d'un seul gène aurait suffi. D'après les témoignages dont nous disposons, Bigfoot serait énorme, bien plus gros que tout ce qu'on trouve parmi les espèces fossiles. Mais l'évolution n'a pas forcément besoin d'une longue période pour se produire, si elle est causée par une mutation quelconque. Une seule mutation, c'est instantané. C'est l'affaire d'une génération. Une seule mutation pourrait également expliquer pourquoi le Sasquatch est si poilu, alors que nos autres ancêtres ont perdu leur pelage il y a plus d'1 million d'années. J'imagine qu'un néandertalien aurait pu avoir un pelage. La question est intéressante. À quelle époque avons-nous acquis notre pilosité actuelle? Certains humains ont naturellement une pilosité excessive. On a tous des poils, mais la plupart sont courts. Exactement. Le pelage des animaux leur sert de moyen de défense. Selon les saisons, il pourra être plus ou moins épais. C'est vrai même chez les animaux domestiques. Nos spécialistes sont d'accord. Bigfoot, s'il existe, pourrait fort bien être un type d'humain primitif extrêmement velu. Mais les témoignages provenant de la côte ouest appuient-ils la théorie voulant que nous ayons affaire à des hommes anciens et non à des grands singes? Les caractéristiques physiques du Sasquatch semblent correspondre à celles d'Homo heidelbergensis, une ancienne espèce d'homme. Mais celui-ci était intelligent, sociable, capable de fabriquer des outils et il maîtrisait le feu. Jeff Meldrum juge le comportement de Sasquatch beaucoup trop sauvage et animal pour pouvoir être celui d'un humain. Étant donné son intelligence et son haut degré d'évolution culturelle, on voit mal comment Heidelbergensis aurait simplement abandonné ses caractéristiques humaines au profit d'une austère vie sauvage dans la forêt. Certains de nos spécialistes ne sont pas de cet avis. Si Bigfoot reste insaisissable, disent-ils, c'est peut-être justement parce que c'est un homme ancien ayant conservé des traits humains. Peut-être pratique-t-il encore certains rites humains, comme l'inhumation des morts. Ils les enterrent peut-être dans de simples fosses, mais ils ne les laissent pas pourrir comme ça. Une cérémonie quelconque doit avoir lieu. Ça expliquerait qu'on ne trouve jamais les cadavres. Comme nous sommes leurs compétiteurs, il se peut que ces humains au cerveau développé s'ingénient à nous éviter. Ils vivent cachés, sortent à des heures où nous ne les verrons pas et privilégient des habitats que nous ne fréquentons pas. Il arrive pourtant que nos univers se croisent, comme les Chapman en ont fait l'expérience en 1941 quand leur maison a été saccagée.
Leur témoignage s'accorde-t-il avec la théorie que le Sasquatch serait un Homo heidelbergensis? D'après les Chapman, la créature a réussi à fracasser un baril de poisson de 130 kilos. Heidelbergensis serait assez fort pour faire ça. Les fossiles montrent qu'il avait des os beaucoup plus denses que ceux de l'homme moderne. Les os exigent beaucoup. Si vous avez des os épais, vous aurez besoin de muscles puissants pour les mouvoir. Gros os, muscles puissants, vous serez donc plus fort. La puissance de leur ossature et de leurs muscles pourrait expliquer la capacité souvent observée chez ces créatures d'atteindre à la course la vitesse de 50 km à l'heure. La course est une affaire de puissance, de masse musculaire. Peut-être sont-ils bâtis pour courir. Les coureurs les plus rapides d'aujourd'hui mesurent en moyenne 1,9 m de hauteur et atteignent 43 km à l'heure. Un Heidelbergensis super puissant de 2 mètres de haut pourrait facilement courir encore plus vite. Et ce n'est pas tout. Les hommes hirsutes lançant des pierres qu'évoquent les récits des Premières Nations sur les Sasquatch ressemblent de près à Heidelbergensis. Au Canada, certaines tribus parlent également de l'attirance des Sasquatch pour les femmes humaines. Quand des étrangers visitent ces lieux, les gens de la tribu veillent à accompagner les femmes jusqu'à leur voiture pour assurer leur sécurité. J'ai moi-même été escortée jusqu'à la sortie d'une réserve parce qu'ils croyaient qu'un Bigfoot était dans les parages. Cindy Dawson a justement vécu l'expérience d'être poursuivie par un Sasquatch. En avril 2008, alors qu'elle se trouve dans la forêt près de Maple Mountain, sur l'île de Vancouver, une créature géante non identifiée se met à la poursuivre. Elle cassait des branches et des troncs d'arbres à 2 pas derrière moi. Elle s'enfuit à toutes jambes. La créature criait vers moi. Il fallait que je parte de là au plus vite. C'est comme si elle me poussait dans une certaine direction. Poursuivie par la créature, Cindy court plusieurs centaines de mètres avant de se réfugier dans son véhicule et de démarrer en trombe. Une fois dans ma voiture, je me suis mise à pleurer. J'étais effondrée. Pendant 3 semaines, j'ai refusé de retourner dans la forêt. J'en étais totalement incapable. Cindy a-t-elle eu affaire à un Sasquatch mâle en quête d'une compagne? Certaines légendes amérindiennes racontent même que des enfants sont nés d'un Sasquatch et d'une femme humaine. La tradition orale évoque l'existence de ce phénomène dans le passé. Elle dit que les enfants qui naissent ainsi meurent généralement très jeunes parce que leur croissance est très rapide. Ils sont le plus souvent très lents, incapables d'apprendre le langage ou les coutumes. Si le Sasquatch est effectivement un Heidelbergensis, la possibilité qu'il s'accouple avec un humain n'est peut-être pas si absurde. Des découvertes récentes en génétique montrent que les premiers humains modernes se sont reproduits avec des Néandertaliens. Beaucoup de gens sont aujourd'hui porteurs de gènes néandertaliens. Nos spécialistes examinent tout un ensemble de données venant appuyer l'idée que le Sasquatch serait un humain ancien. La taille, la force, la vitesse et même l'attirance sexuelle s'expliquent plus aisément si le Sasquatch est une variété géante d'Homo heidelbergensis. Mais le professeur Jack Rink est sur le point de formuler une audacieuse théorie entièrement nouvelle. Plutôt qu'une espèce primitive, Bigfoot correspondrait à un type d'homme moderne qui se serait transformé en créature sauvage. Si Bigfoot existe,
Nos scientifiques ont isolé jusqu'ici 2 explications susceptibles de correspondre à sa vraie nature. La première en ferait un primate géant descendant d'une créature préhistorique appelée Gigantopithèque. La seconde y verrait une espèce non identifiée d'humain ancien, peut-être Homo heidelbergensis. Notre équipe étudie maintenant une 3e possibilité. Cette nouvelle théorie trouve ses bases sur la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord. Plutôt que des singes géants ou des hommes préhistoriques, les Sasquatch signalés par les témoins oculaires ne seraient-ils pas des hommes modernes? En étudiant la nation amérindienne des Squamish, Jack Rink a découvert les rites secrets d'initiation que doivent subir les chamans de ce peuple. Dans la tradition orale des Squamish, les aspirants chamans se transforment littéralement en hommes sauvages. Ils doivent quitter leur tribu et vivre isolés dans la nature, se nourrissant de ce qu'ils y trouvent, en évitant tout contact avec le reste de la tribu pendant plus de 10 ans. Les hommes sauvages existent donc réellement. Les indices qui permettent de mettre en évidence ces faits surprenants ont été découverts sur la côte sauvage de la Colombie-Britannique par Rudy Reimer, un universitaire appartenant à la nation Squamish. Reimer était à la recherche d'outils de pierre utilisés par ses ancêtres au moment de leur arrivée dans la région, il y a plus de 10 000 ans. Les gens ramassaient des cailloux et les modifiaient, afin de s'en servir pour cueillir des plantes, chasser ou exécuter différentes tâches. Mais Reimer trouve beaucoup de ces outils dans des sites difficiles d'accès, et bon nombre d'entre eux semblent avoir été utilisés au cours des 5 derniers siècles. On en trouvait dans des endroits inattendus, des sites isolés et peu accessibles. En tant qu'archéologue et que membre des Premières Nations, j'ai tâché d'attaquer le problème sous un autre angle. Pourquoi ces outils se trouvent-ils dans des endroits si inhabituels? Rudy Reimer se rend compte que les zones où il mène ses fouilles ont toujours été considérées comme sacrées par les Squamish, qui ne s'y aventurent pas. Selon les traditions, ces zones isolées sont réservées aux hommes sauvages, les Smali. Quand j'allais dans ces zones, les anciens me demandaient « Pourquoi vas-tu là? C'est là que vivent les hommes sauvages. » Les anciens ne connaissent pourtant pas tous les secrets de leur tribu. Depuis des millénaires, les chamans, qui sont les prêtres des Squamish, subissent une forme d'initiation connue d'eux seuls. Ils doivent disparaître dans la nature sauvage afin d'en découvrir les vérités cachées. Y aurait-il un lien entre les chamans et les Smali? C'est ce que semble indiquer la découverte d'outils de pierre par Rudy Reimer. Pendant leur vie retirée, ces hommes utilisent sans doute couramment des outils de pierre. C'est pourquoi on trouve des traces de leur passage dans ces sites très isolés, où ils reçoivent leur initiation spirituelle et leur entraînement physique. Mais comment peut-on confondre un chaman avec un Sasquatch? Les jeunes hommes qui veulent devenir chamans doivent s'isoler complètement du reste du monde. Il leur est interdit d'entrer en contact avec d'autres personnes, y compris des membres de leur tribu. Le processus, qui peut durer des années, les transforme peu à peu en hommes sauvages, devenus méconnaissables. Au bout de quelques années, leur apparence devenait sans doute très différente de celle des gens restés au village. Ils étaient en relation avec les plantes et les animaux, vivaient seuls pendant de longues périodes. Ils acquéraient une grande force physique. Leurs cheveux devenaient très longs et hirsutes. Leur comportement aussi se modifiait. On aurait pu les prendre pour quelque chose comme un singe ou une étrange créature des régions sauvages. Certains récits affirment même que ces jeunes hommes se couvrent de mousse ou de lichen pour se protéger du froid.
Quelqu'un qui se couvre de lichen sombre aura l'allure d'un homme couvert de longs poils. C'est peut-être même intentionnel si le fait de prendre l'apparence d'un Sasquatch a un but rituel. Oui. On comprend facilement comment la légende des hommes sauvages et hirsutes a pu naître. Je propose une explication d'ordre culturel au phénomène des Sasquatch ou des hommes sauvages, que les Squamish appellent Smaali. Toutefois, cette explication n'est valable que si l'initiation des chamans se pratique encore de nos jours dans les forêts de Colombie-Britannique. Il semble que ce soit bien le cas. Cette tradition se poursuit à notre époque. Il y a des gens qui se fondent dans le paysage dans le cadre d'une initiation et qui en tirent d'importantes leçons. Les Squamish ne sont d'ailleurs pas les seuls. De nombreuses tribus de la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord ont des traditions concernant ce type de pratique initiatique. Faut-il croire que les quelques 400 témoins oculaires, répartis sur plus d'un siècle, qui disent avoir aperçu un Sasquatch dans cette région, ont en réalité eu affaire à des chamans Squamish? Et les pratiques chamaniques peuvent-elles servir d'explication dans d'autres régions? Une question se pose. Cette explication vaut-elle pour toutes les observations de Sasquatch en Amérique du Nord? Tenons-nous la clé du mystère de Bigfoot? Il faudrait pour ça qu'un très grand nombre de tribus aient en commun ce concept d'homme sauvage et de retour à la nature. Je vois mal comment la place qu'occupe Bigfoot au sein de si nombreuses cultures dans toute l'Amérique du Nord pourrait se réduire à une explication aussi simple. Le moment est venu où notre équipe doit évaluer les preuves dont elle dispose et tirer ses conclusions. L'équipe a retenu 3 explications possibles quant à la vraie nature de la créature, si elle existe. Elle va maintenant étudier la 3e d'entre elles. Les Bigfoot seraient des chamans amérindiens subissant un rituel d'initiation. Est-ce que ça expliquerait toutes les observations de Sasquatch en Amérique du Nord? Pas les empreintes de pieds de 40 cm. Ian Redmond relève une faille importante dans la théorie chamanique. La créature n'a pas été surnommée Bigfoot par hasard. Aucun être humain ordinaire ne pourrait laisser des empreintes de cette taille. L'analyse des empreintes géantes appartenant prétendument à des Sasquatch constitue la spécialité de Jeff Meldrum de l'Université d'État de l'Idaho. Il en a étudié des centaines et constate que leurs dimensions varient de la même manière que chez des espèces animales réelles. C'est exactement le genre de résultat auquel on s'attendrait si on étudiait une population réelle. Mais l'existence de canulars nous empêche de tirer des conclusions définitives reposant uniquement sur des empreintes de pieds. Ce dont nous aurions besoin, c'est d'un spécimen vivant. Mais des os pourraient aussi faire l'affaire. Dès que vous avez un crâne, c'est parfait, vous avez toute l'information nécessaire. En particulier les dents, qui sont très différentes d'une espèce de mammifère à l'autre. Avec ça, on mettrait fin au débat tout de suite. Il n'existe pas non plus de traces fossiles, ce qui ne surprend pas certains de nos spécialistes. On ne connaît à peu près rien de l'histoire fossile des gorilles, parce qu'ils vivent dans la forêt où la formation des fossiles est presque impossible. Quand un animal meurt, il se décompose et tous les éléments nutritifs qu'il contient sont réutilisés par les arbres ou les autres animaux, sans laisser de fossiles. Mais si le Sasquatch est un singe géant, il y a un autre type d'indice que les scientifiques s'attendent à trouver. S'ils mangent toutes ces matières végétales, ils doivent produire beaucoup d'excréments. Peut-être qu'ils les enterrent. Peut-être qu'ils ont l'habitude de creuser un trou dans lequel ils défèquent avant de le recouvrir. Ça expliquerait qu'on ne trouve jamais leurs excréments dans la forêt où ils vivent. Les seuls indices dont disposent les scientifiques n'en sont pas moins troublants. Échantillons de poils qui semblent n'appartenir à aucune espèce connue, enregistrements de cris dans la nuit, et surtout des milliers de témoignages oculaires venant de partout sur la planète.
À l'aide de notre carte du monde, notre équipe a fait progresser la recherche sur Bigfoot dans des directions insoupçonnées. En analysant les régions qui présentent une concentration de témoignages, elle a pu émettre de nouvelles hypothèses fascinantes sur son habitat possible, son comportement et son ascendance. En particulier, elle a pu montrer que la séquence tournée en 1967 par Roger Patterson a fait exploser le nombre d'observations, un phénomène qui se poursuit de nos jours. Par un examen minutieux des données antérieures et postérieures à la diffusion du film de Patterson, notre équipe a pu remonter dans le temps et éliminer de nombreux témoignages faussés par l'influence du film. Elle a ainsi écarté les canulars ou les erreurs d'identification. Le singe putois de Floride, par exemple, ne serait rien d'autre qu'un chimpanzé ou une autre espèce de singe relâchée dans la nature. De l'autre côté du globe, dans les forêts de Sumatra, nos spécialistes ont trouvé au contraire des témoignages qu'on ne peut attribuer à une erreur d'identification. Personne ne connaît encore la nature exacte de l'orang pendek, mais selon l'opinion majoritaire au sein de notre équipe, il s'agirait d'un cas authentique de créature inconnue. C'est sans doute celle qu'on a les meilleures chances de découvrir. Ailleurs en Asie, notre équipe a constaté que les observations du Yéti, du Yéren et du Mandebarung ont toutes eu lieu dans un rayon de quelques centaines de kilomètres. Un primate géant appelé Gigantopithèque, dont on a découvert les fossiles dans la même région d'Asie, est peut-être leur ancêtre commun. Nos spécialistes se sont également intéressés au cas de l'Almasty, un autre Bigfoot potentiel, qu'ils ont rapproché de restes fossiles de type néandertalien. Si ces créatures existent, elles seraient venues d'Asie en Amérique du Nord en empruntant la langue de terre maintenant disparue qu'on appelle la Béringie. L'ont-elles fait? Voilà la dernière question à laquelle nos spécialistes doivent tenter de répondre. Pour Bill Sellers, la réponse est non. La vérité, c'est que nous ne disposons pas de preuves claires et solides. Nous n'avons pas de crâne, pas d'ossements, et il faut reconnaître que nous devrions en avoir. Jeff Meldrum, lui, est optimiste. Comme dans le cas de la femme X récemment découverte, il suffirait d'un seul os pour que l'opinion des scientifiques sur Bigfoot change du tout au tout. Une seule dent pourrait changer la donne complètement. On verrait alors augmenter l'intérêt pour Bigfoot dans le milieu scientifique traditionnel. Jack Rink garde l'esprit ouvert quant à la possible existence d'espèces inconnues de primates dans le monde. Je ne suis pas entièrement convaincu que nous soyons devant un phénomène d'erreur d'interprétation. Beaucoup d'indices nous autorisent à croire qu'il reste des espèces de primates à découvrir. Pour Anna Nekaris et Ian Redmond, les observations de Bigfoot sont suffisamment solides pour justifier qu'on poursuive la recherche. C'est incroyable. Pourquoi n'envoyons-nous pas plus de gens sur le terrain, dans des régions isolées, avec tout le matériel nécessaire pour enregistrer les sons et pour prendre des photos de ces créatures? Mais quelle créature peut-on espérer trouver? Les opinions sur la nature exacte du Sasquatch sont extrêmement divergentes. Certains, dont je suis, estiment qu'il est probablement très proche d'un grand singe. D'autres, au contraire, soutiennent qu'il s'agirait en fait d'une espèce d'être humain. S'ils ont raison, nous devrons redéfinir radicalement ce qu'englobe pour nous l'étiquette humain. La nature exacte de Bigfoot demeure un mystère que nous n'éclaircirons peut-être jamais. À l'instar de nombreuses espèces frappées d'extinction, il a peut-être déjà disparu sans laisser derrière lui la moindre trace matérielle. Mais s'il a survécu, il se cache certainement dans les dernières régions reculées et inexplorées de notre planète, ayant soin de toujours avoir une longueur d'avance sur nous.
marqueur indiquant sa taille par rapport à son environnement. Rien ni personne n'a pu prouver qu'il s'agit d'un faux. L'analyse d'une séquence traitée numériquement permet à notre équipe de comprendre pourquoi. C'est intéressant de penser qu'on a choisi une femelle, dont l'anatomie est plus difficile à imiter. Pourtant, le résultat est très naturel. Si c'est bel et bien un costume, il est plutôt réussi. Si Roger Patterson voulait monter un canular, pourquoi se donner la peine d'en faire une femelle? Certains aspects de son anatomie sont très convaincants. Il semble y avoir des poils plus courts et moins fournis à la taille, comme chez un gorille à dos argenté, dont le dos devient plus étroit à la taille, avec des poils plus courts à cet endroit que sur les bras. On dirait vraiment un gorille à dos argenté. Et en 1967, la plupart des gens n'avaient jamais vu de photo de gorille. C'est un bout de film très excitant. Mais les membres de l'équipe ne s'entendent pas au sujet du mouvement de la tête. Là où le bas blesse, à mon avis, c'est quand la tête se tourne vers la caméra. C'est un geste totalement humain. Les centaines d'heures qu'il a passées à suivre la trace des gorilles dans leur habitat naturel ont familiarisé Ian Redmond avec leur manière de bouger. L'observation des grands singes nous montre que beaucoup de ces attitudes, cette manière d'arrêter, d'écouter, de regarder, sont communes à tous les grands singes, humains ou autres. Cette remarquable séquence filmée dans un parc faunique montre à quel point les gorilles peuvent ressembler aux humains quand ils marchent debout. Mais le journaliste Mike McLeod croit avoir entre les mains l'histoire qui réduit en miettes le mythe Patterson. Roger Patterson était fauché. Il avait une famille à faire vivre. Quand on tourne un film, les dépenses s'accumulent très vite. Patterson a vu son argent fondre, littéralement. Il a dû aller en Californie filmer cette séquence parce qu'il avait besoin à tout prix d'une image choc. Aucun film sur Bigfoot ne se vendrait sans ça. Il fallait une image de la créature. On n'a jamais trouvé le costume. Il peut avoir été fait de peau de vache ou avoir été loué. Quoi qu'il en soit, cette séquence filmée en 1967 témoigne d'un vrai sens artistique. Elle est devenue emblématique. Nos spécialistes ne s'entendent pas sur l'authenticité du film. Si les faussaires n'existaient pas, nous aurions là un Sasquatch. Mais ils existent, ce qui rend tout ça très problématique. On ne peut pas ramener ça à un simple costume. Le spandex ou le velcro n'existaient pas à l'époque. Seules des fourrures d'imitation de mauvaise qualité étaient disponibles, en particulier pour un amateur qui aurait voulu monter un canular. Si c'est un canular, il est exceptionnellement réussi pour l'époque. Non, je ne suis pas d'accord. Pour moi, quand on connaît le contexte et tout, c'est clair que c'est un homme déguisé. Absolument. Deux de nos spécialistes estiment qu'il pourrait s'agir d'un Sasquatch. Deux autres sont sceptiques. La dernière hésite à trancher. Mais comme le montre notre carte, que le film de Patterson soit authentique ou non, un fait demeure. Dans les années qui ont suivi sa diffusion, des endroits où on n'avait jamais observé de Bigfoot, comme l'Ohio, la Pennsylvanie, le Maryland, le Texas et le Montana, ont vu le nombre d'observations exploser. En 10 ans à peine, on en a relevé davantage qu'au cours des 150 années qui ont précédé. Et ça ne semble pas vouloir s'arrêter. Mais est-ce réellement un Bigfoot qu'ont vu tous ces témoins? L'augmentation du nombre d'observations va de pair avec la connaissance qu'on a de Bigfoot, qui fait qu'on désire le voir. C'est comme avec le monstre du Loch Ness. Il est tellement connu que dès qu'on voit une masse dans l'eau, on espère que c'est lui. Mais ça ne veut pas dire que les témoignages sont tous faux. On pourrait avoir affaire à un Sasquatch, par exemple. Dans le monde entier, une créature fascine plus que toutes les autres l'imagination humaine. Souvent vue, rarement photographiée, jamais capturée. On l'appelle Yeti ou Sasquatch, mais son nom le plus connu est Bigfoot. Une équipe de scientifiques réputés va parcourir la planète. Grâce à la plus récente technologie et à leur connaissance approfondie du règne animal, ils vont remettre en question l'existence même de cette créature, découvrir de nouvelles données étonnantes à son sujet
et se demander si nous ne sommes pas lancés depuis le début sur une fausse piste. Joignez-vous à nous alors que nous partons sur les traces de Bigfoot. En 2009, on a recensé en Amérique du Nord plus de 250 témoignages inexpliqués de gens qui disent avoir aperçu Bigfoot. Mais ils ne représentent que la pointe de l'iceberg. Nous avons indiqué sur une carte du monde pour la toute première fois les endroits où la présence de Bigfoot a été signalée. Il y en a eu plus de 10 000 au cours des 2 derniers siècles. À première vue, leur répartition semble aléatoire. Une analyse scientifique plus pointue révèle cependant des tendances cachées mais très nettes. Plus de 95% des cas ont eu lieu en Asie ou en Amérique du Nord. Plus de 70% d'entre eux en haute altitude et dans des zones forestières denses. On distingue également des points chauds, où les observations sont beaucoup plus nombreuses qu'ailleurs. C'est le cas de l'Himalaya. Ici, depuis des générations, les témoins oculaires parlent d'un grand singe des neiges, le Yéti. À 3200 km plus au sud, dans les îles d'Indonésie, les habitants parlent d'un homme singe de 1,5 m de hauteur qu'ils appellent Orang Pendek. En Asie centrale, depuis des siècles, les témoignages évoquent des humains primitifs de type néandertal. Et ici, dans les régions sauvages d'Amérique du Nord, on signale une bête géante semblable à un singe, le Sasquatch. Vancouver, en Colombie-Britannique. Cette ville prospère compte plus de 2 millions d'habitants. Mais dès qu'on sort des limites de la ville, on entre dans une vaste étendue sauvage. 250 km² de forêt ancienne, dont une bonne partie n'a jamais connu l'abattage. Les régions sauvages de Colombie-Britannique comptent parmi les endroits du monde où les rencontres avec Bigfoot sont les plus nombreuses. On en a dénombré plus de 400 au cours des 100 dernières années. C'est ici, dans les forêts qui entourent le lac Chilliwack, que commence notre recherche de Bigfoot. On y a signalé 3 observations dans un rayon de moins de 16 km. 2 d'entre elles ont eu lieu le même soir. Ce conducteur est seul, sur une route de terre isolée. Il n'a jamais cru au Bigfoot. Mais il est sur le point de voir quelque chose qui ébranlera profondément son opinion sur la question. Voici le rapport qu'il a soumis. J'arrivais par ce chemin. Dans la lumière, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à un ours. Mais je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas être un ours. La créature m'a vu. Aussitôt, elle s'est enfuie. Elle bougeait comme un ninja. Rien ne peut bouger comme ça. Comme des milliers d'autres témoins, celui-ci a préféré conserver l'anonymat, de peur qu'on se moque de lui. Mais son témoignage est authentique. 3h30 plus tard, une autre rencontre a lieu. Un camionneur aperçoit sur la même route une créature identique à la première. La distance entre ces 2 observations, à peine 1 km. Voici le compte-rendu publié par le journal local. Les 2 témoins oculaires sont convaincus. Ce qu'ils ont vu n'était pas un ours. 16 km plus loin et 6 semaines plus tard, une 3e rencontre a lieu dans la forêt près de Chilliwack. Ce chasseur expérimenté traquait le chevreuil sur la route du service forestier de Ruby Creek. Ce qui est arrivé alors n'a pas cessé de le hanter. Tout à coup, une pierre a volé vers lui avec violence. J'ai tourné le haut de mon corps avec mon arme vers le côté, pensant que c'était un ours. Ce n'était pas un ours, c'était une pierre en vol. Elle devait avoir 60 cm de long.
J'ai regardé dans la direction d'où elle était venue et j'ai vu quelque chose de noir qui s'est enfoncé dans le bois. En quelques secondes, la chose a parcouru la distance entre ce point-là et celui-là. Personne n'a jamais vu un ours lancer une pierre. Je suis souvent en contact avec des ours. Ce n'était pas un ours. Je ne tenais pas à découvrir ce que c'était. Je n'aime pas penser que la forêt abrite une créature capable de me manipuler comme un cure-dent. Ça fait 2 ans que j'essaie d'oublier tout ça. Ces 3 incidents ne donnent qu'une petite idée de la riche histoire des observations de Bigfoot dans la région. Autour de Chilliwack, on parle depuis plusieurs générations de pierres lancées par des hommes sauvages. Juillet 1934. L'Amérindien Tom Cedar, un homme du pays, est parti pêcher la truite. Il a vécu et chassé dans cette région isolée toute sa vie. Mais sa surprise est totale lorsque ce qu'il décrit comme un Sasquatch se met à lancer des pierres pour faire chavirer son canoë. Cette attaque s'inscrit dans une longue série. Et c'est la première fois que les tribus locales font part à des étrangers de leurs nombreuses rencontres avec le Sasquatch. Cette représentation d'un Sasquatch a été peinte sur la pierre dans le nord de la Californie en l'an 500. Comment expliquer ces centaines de témoignages étalés sur plusieurs siècles? Qu'est-ce qui se cache derrière ce phénomène? Dans la forêt canadienne, l'un des points chauds du globe pour les observations de Sasquatch, 5 scientifiques de réputation mondiale ont été réunis pour résoudre ce mystère. Ils sont spécialistes de la recherche sur le terrain, de la découverte de nouvelles espèces de primates, des humains anciens, de l'habitat et du comportement des grands singes, des fossiles et de la recherche d'hominidés inconnus. Leur mission, étudier les moyens de découvrir ces créatures inconnues et déterminer une fois pour toutes si elles existent. Voici l'une des plus fascinantes questions de zoologie qui se pose à la science de nos jours. Jeff Meldrum a lui-même été en contact avec ce qui pourrait être un Bigfoot. Did you hear that? That rock was pretty good size. Let's stay here. We had accidents, had rocks thrown at us. En 2007, l'équipe dont il était membre a été assaillie par une créature qui lançait des pierres dans un chalet isolé au Canada. L'un de nous était sous le porche en train d'uriner quand les premières pierres ont frappé le côté du chalet. Ian Redmond, l'un de nos spécialistes, a dirigé plusieurs expéditions lancées à la recherche du Yeti. Il est convaincu qu'un phénomène inexpliqué est ici à l'œuvre. Si on écarte les canulars et les erreurs d'interprétation évidentes, il reste quelques données valables. C'est pourquoi nous sommes là. Notre équipe va se concentrer sur un principe fondamental. Si Bigfoot existe, il doit s'inscrire dans ce que nous savons de la nature. Cela veut dire qu'il doit faire tout ce que font les autres animaux, depuis se nourrir jusqu'à s'accoupler. Nos scientifiques commencent par étudier le meilleur élément de preuve disponible, les séquences filmées sur film ou vidéo. Il existe des centaines de documents de ce genre sur Bigfoot. La première étape du travail consiste à éliminer les canulars. Cette vidéo réalisée près de Banff, en Alberta, semble plutôt convaincante. Jusqu'à ce qu'on découvre qu'une créature identique avait servi la veille à la publicité d'un commerce local. Puis, il y a les vidéos dont les images sont tellement floues qu'on est incapable d'identifier leur contenu.
Une fois éliminés les canulars évidents et les images trop floues qui rendent l'identification impossible, il reste bien peu de choses. Nos experts ne sont pas vraiment surpris. Les animaux sont dans leur environnement. Nous sommes le plus souvent des intrus. Il n'est pas si difficile d'échapper au regard des humains. Cette remarquable vidéo réalisée en 2007 prouve à quel point les animaux sont capables d'échapper à la détection par les humains. Elle constitue à peu près le seul document que nous ayons sur une nouvelle espèce de primate de taille humaine, le singe de Billy. Dans les forêts sauvages du Congo, les primatologues ont mis 1 an à traquer et à filmer ces chimpanzés géants de 130 kilos. Mais les habitants de la région en parlaient depuis des générations. Anna Nekaris a découvert 6 nouvelles espèces de primates. J'accorde beaucoup de poids au récit des populations locales. Si les gens affirment qu'il y a quelque chose, j'ai tendance à les croire, même si je n'ai rien vu moi-même. Notre équipe voit la découverte du singe de Billy comme un argument qui plaide pour l'existence de Bigfoot. Si une espèce d'aussi grande taille que celle-ci peut échapper si longtemps à la connaissance scientifique, ne pourrait-il pas y avoir d'autres espèces de singes géants encore à découvrir? Cette séquence a été filmée dans le nord de la Californie par un chercheur amateur enthousiaste. Plus de 40 ans plus tard, on ne s'entend toujours pas. S'agit-il d'une créature réelle? De très nombreux aspects de ce film réclament notre attention. Ce film montre-t-il un Sasquatch authentique? Ou est-ce un faux que nos scientifiques démasqueront? Quand on examine le mouvement de la fourrure et des muscles qu'elle recouvre, c'est assez convaincant. On dirait vraiment un gorille à dos argenté. Et si on compare avec la marche bipède d'un véritable grand singe? Il s'agit clairement d'une femelle. Or, l'anatomie d'une femelle est plus difficile à imiter. Peut-on expliquer pourquoi il semble s'agir d'une femelle? Ou certains indices permettront-ils en définitive d'en avoir le cœur net? La façon de se tourner est totalement humain. C'est clair que c'est un costume. C'est l'un des plus grands mystères de notre époque. La recherche d'une créature qu'on appelle Bigfoot. 5 des plus grands spécialistes mondiaux d'histoire naturelle sont réunis pour suivre les traces de Bigfoot. Leur but? Déterminer si les recherches ne sont pas lancées sur une fausse piste. Notre équipe a décidé d'analyser le document le plus controversé qui existe sur le sujet. Les 953 images de ce film 16 mm, connu comme le film Patterson. Cette séquence muette d'environ 40 secondes a enflammé les imaginations du monde entier. Elle a été filmée ici, dans le nord de la Californie, au parc national de Six Rivers, à Bluff Creek. Ici commence à l'automne 1967 le plus grand de tous les mystères associés à Bigfoot. Nos spécialistes des primates Ian Redmond et Anna Nekaris se concentrent sur la démarche de la créature. Argument convaincant selon eux en faveur de l'authenticité de la séquence. La démarche est très détendue, très fluide. C'est une marche bipède très confortable, sans trace de gaucherie. Il est intéressant de voir comment la créature balance les bras avec beaucoup de force. C'est une caractéristique que l'on observe par exemple chez un gibbon. De leur côté, Bill Sellers et Jack Rink demeurent sceptiques. Leur attention se porte sur l'homme qui a réalisé ce film et les motifs qui l'animaient. Selon moi, cette séquence pose la question de la confiance. Si elle provenait d'une source irréprochable et crédible, il faudrait conclure qu'elle montre bel et bien une créature hirsute qui marche sous nos yeux. Mais si on n'a pas confiance en la personne qui a filmé ces images et qu'on soupçonne une supercherie, alors peu importe que ce soit convaincant. On sait bien que les spécialistes des effets spéciaux à Hollywood peuvent imiter presque n'importe quoi à la perfection. L'homme derrière la caméra est Roger Patterson. Ses motivations éveillent des soupçons depuis plusieurs décennies. Entre autres chez le journaliste Mike McLeod.
Il n'a jamais eu un vrai travail, n'en a jamais voulu. C'était un inventeur et selon tous les témoignages, un homme très habile de ses mains. Il a toujours cru qu'une de ses inventions finirait par rapporter gros. Beaucoup de gens pensent que le Bigfoot de Bluff Creek était justement une invention de Patterson. Il croyait possible qu'une créature comme celle-là existe et se disait que s'il la découvrait, ce serait extraordinaire, comme l'une de ses inventions dont il rêvait depuis si longtemps. Il s'est mis à faire des expéditions dans les montagnes et à interroger les gens de la région. Il a publié un livre sur le sujet en 1966. Ce livre contenait le croquis d'une créature étrangement similaire à celle qu'il allait filmer à peine un an plus tard. Avons-nous affaire à un prototype? Roger Patterson nourrissait des ambitions bien plus grandes que celles d'écrire un livre. Il avait emprunté de l'argent pour tourner un film sur Bigfoot. Il achetait des caméras, des séquences d'archives, de la pellicule vierge. C'est pendant la préparation de son tournage que Patterson aurait réussi à filmer un Sasquatch femelle. Totalement par hasard. Tout ça semble trop beau pour être vrai. Depuis lors, la séquence a été soumise à 40 ans d'examen minutieux de la part des scientifiques. Analyse biométrique de la démarche de la créature et de la largeur de ses pas.